Dans cette formation Access, nous proposons de démystifier la syntaxe des requêtes SQL. Ces dernières sont précieuses. Nous l'avons constaté au travers de nombreuses formations. Elles permettent de manipuler dynamiquement les données avec une grande puissance. SQL signifie Structured Query Language. Pour réaliser les manipulations, nous avons besoin de données à torturer. Et cette source, comme vous le constatez, est proposée au téléchargement sur le site bombage.fr comme toujours. Nous proposons donc de double-cliquer sur son fichier pour l'ouvrir dans Access. Et comme toujours, nous cliquons sur le bouton « Activer le contenu » du bandeau de sécurité étant donné qu'il s'agit d'une source externe. Comme l'illustre le volet des objets Access sur la gauche, cette base de données propose une table, la table Société. C'est elle qui offre les informations à manipuler. Le second est le formulaire destiné à recevoir nos essais. Je vous propose donc de double-cliquer dessus pour l'exécuter. Comme vous le remarquez, ce formulaire est doté d'un sous-formulaire. Il est lié à cette table Société. Par défaut, il restitue donc l'ensemble de ces enregistrements qui sont au nombre de 1246, comme l'indique la petite barre de navigation en bas de la feuille de données. L'objectif consiste à dompter ces données en les filtrant, en leur appliquant des contraintes sélectives par la syntaxe SQL. C'est pourquoi une zone de saisie est proposée juste au-dessus du sous-formulaire. Un clic sur le bouton Valider doit exécuter la requête sur la base de données. Les résultats filtrés doivent automatiquement se mettre à jour dans ce sous-formulaire. Il s'agira ainsi d'un bon moyen de comprendre la syntaxe SQL en consultant instantanément son impact sur la source de données. Pour que cette application soit fonctionnelle, nous devons ordonner au sous-formulaire de réagir en fonction de la syntaxe SQL commandée par l'utilisateur. Ces requêtes émanant de la zone de saisie doivent lui servir de source de données. Dans le ruban Accueil, nous cliquons sur la flèche du bouton Affichage, et dans la liste, nous choisissons Mode Création pour afficher ce formulaire en mode Conception. Pour les manipulations à venir, la feuille de propriété doit être affichée. Elle est généralement placée, comme ici, sur la droite de l'espace de travail. Si elle n'est pas visible, vous devez passer par le ruban Création et cliquer sur le bouton Bascule, feuille de propriété. Cette feuille de propriété est contextuelle. Elle synthétise les réglages opérés pour le contrôle sélectionné sur le formulaire. Par exemple, nous allons cliquer sur la zone de texte pour la sélectionner, et comme le mentionne la feuille de propriété, ce contrôle est nommé requête. Et comme vous le savez, ce nom d'objet est important. Nous devrons y faire référence par le code VBA pour prélever la syntaxe SQL saisie par l'utilisateur, puis nous établirons le lien entre le sous-formulaire et le résultat de cette extraction commandée. Si nous sélectionnons désormais le sous-formulaire, vous remarquez que ce contrôle est nommé résultat, c'est par ce nom d'objet que nous pourrons lui attribuer précisément cette source de données dynamique, soit la syntaxe de la requête SQL. Enfin, je vous propose de cliquer sur le bouton Valider qui est nommé Valider, fort logiquement, et dans la feuille de propriété, nous allons activer son onglet événement, et je vous propose de cliquer sur le petit bouton en regard de son événement au clic, et dans la boîte de dialogue, comme nous savons le faire désormais, nous choisissons générateur de code et nous validons par OK, si bien que nous basculons, comme vous le savez là aussi, dans l'éditeur de code Visual Basic Access, plus précisément entre les bornes de la procédure valider-clic. Cela signifie que les instructions que nous y ajouterons se déclencheront au clic sur ce bouton valider. Mais nous souhaitons que les données se réorganisent certes sur cet événement, mais aussi à validation de la zone de saisie, nommée requête. De fait, deux événements doivent déclencher le même code. C'est pourquoi je vous propose de créer une procédure indépendante qui sera appelée par ces deux procédures événementielles. Donc, nous nous positionnons pour établir ce lien entre la zone de saisie et le sous-formulaire pour pouvoir le charger des nouvelles données dynamiquement, de créer donc cette procédure que nous allons nommer générer arbitrairement. Et puis nous validons. Et comme vous le savez, VBA va ajouter sa borne automatiquement, soit le nsub, borne entre lesquelles nous devons ajouter nos instructions. Et nous allons commencer par une gestion d'erreurs un peu brutale, onError resume next. Je vous explique pourquoi. onError resume next permet tout simplement d'ignorer de façon globale l'ensemble des erreurs qui pourraient être rencontrées. Et bien tout simplement,
Rien n'empêche que lors de nos essais, nous commettions des erreurs de saisie dans la syntaxe SQL que nous allons tester. Pour éviter d'avoir des alertes en permanence, eh bien nous choisissons de les ignorer. Si le sous-formulaire ne se réactualise pas, nous en conclurons effectivement que la syntaxe que nous avons créée, que nous avons saisie, ne fonctionne pas. Nous avons besoin ensuite de déclarer une variable que nous nommons arbitrairement la requête, mais de façon suffisamment explicite, comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Elle est destinée à mémoriser, à recevoir cette syntaxe SQL saisie dans le contrôle requête. Donc, dans la foulée, nous choisissons de l'affecter, la requête est égale, nom du contrôle, nom d'objet, comme nous le disions, nous avons pu le constater grâce à la feuille de propriété requête, point, nous appelons sa propriété value, qui, comme vous le savez, permet d'accéder à son contenu, donc de le réceptionner pour l'affecter dans la variable la requête. Ensuite, il s'agit de faire le lien entre cette syntaxe SQL et le sous-formulaire dont le nom est résultat, pour pouvoir dynamiquement modifier sa source de données afin de réactualiser les informations en fonction de la syntaxe SQL. Sauf que un sous-formulaire est un sous-objet du formulaire. Il faut parcourir l'arborescence en partant de l'objet MI que nous avions déjà présenté, qui en VBA signifie l'objet en cours, l'objet actif, soit le formulaire sur lequel nous sommes en train d'agir. Et appartient à ce formulaire, eh bien, le sous-formulaire qui se nomme résultat, donc nous descendons jusqu'au sous-formulaire, et pour pouvoir accéder à sa propriété record source, qui permet dynamiquement de modifier sa source de données, eh bien nous devons appeler la propriété dérivée form, et ensuite effectivement nous pouvons descendre jusqu'à sa propriété record source, qu'il s'agit ensuite d'affecter à la syntaxe de la requête SQL que nous avons prélevée et mémorisée dans la variable la requête. Donc, eh bien, pour pouvoir juger du résultat, faut-il encore que cette procédure soit appelée, et comme je vous le disais, deux procédures événementielles sont concernées. Dans un premier temps, je vous propose d'enregistrer les modifications par CTRL-S et puis de revenir sur le formulaire Access et de sélectionner cette fois-ci la zone de saisie qui est nommée requête. Et toujours par le biais de l'onglet événements de sa feuille de propriété, cette fois-ci, nous allons choisir de lui associer un code, celui qui va appeler cette procédure, sur un événement différent, après mage, traduisez après mise à jour. Cela signifie lorsque la saisie sera validée, donc nous pourrons tout simplement enclencher l'exécution d'une requête SQL grâce à la touche entrée, par exemple. Nous cliquons de la même façon sur le petit bouton à 3 points, nous choisissons générateur de code et nous validons pour basculer de nouveau dans l'éditeur de code VBA Access, cette fois-ci entre les bornes de la procédure requête after update, c'est-à-dire après mage. Et l'objectif dans l'un et l'autre cas, comme je vous le disais, est de pouvoir sur ces deux événements et indifféremment d'appeler la même procédure générée, celle qui permet de réactualiser le lien entre la syntaxe de la requête SQL, mémorisée dans la variable la requête, et la source de données, donc qui va servir de source de données pour charger ce sous-formulaire. Nous en avons donc terminé avec le code VBA, et tant mieux, puisque l'objectif de cette formation est de pouvoir démystifier la couche superficielle de la syntaxe SQL. Et donc, je vous propose premièrement d'enregistrer les modifications et ensuite de fermer l'éditeur de code VBA Access. En SQL, c'est le mot-clé select qui permet d'initier une requête sélection. Il est d'ailleurs toujours de bon ton d'inscrire ces instructions SQL en majuscules, c'est la norme. De plus, cette méthode simplifie le déchiffrage d'une syntaxe. Ce mot-clé doit être suivi des noms de champs énumérés. Si une faute est commise, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'un des noms, une erreur est générée et la requête ne produit aucun résultat, d'où l'instruction onError resumeNext. De la rigueur et de la minutie sont donc de mise. Cette énumération se réalise en séparant les champs les uns des autres par une virgule. Puis doit suivre le nom de la table précédé de la clause from. Nous allons voir tout cela. Elle signifie littéralement, à partir de la table nommée juste après. Une requête peut agir sur n'importe quelle table en effet, et même sur plusieurs tables à la fois, d'où l'importance de cette clause. Enfin, il est toujours préférable de ponctuer l'expression globale par un point-virgule. La syntaxe SQL d'une requête sélection classique est donc la suivante: select nom du champ 1, nom du champ 2, nom du champ 3, from, nom de la table. Je vous propose
pour tester ces prérequis, d'enfoncer la touche F5 du clavier afin d'exécuter le formulaire. Et dans la zone de saisie, nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'énoncer, en majuscule comme je vous le disais, afin d'initier une requête sélection grâce à la clause select, suivie des noms de champs que nous souhaitons récupérer et afficher. En l'occurrence ici, eh bien, pour notre premier essai, nous souhaiterions afficher les résultats sur toute la table du nom et de l'activité des idées de sortie. Donc, nous allons lister dans l'énumération ces champs. Le premier se nomme société avec un S, underscore nom, virgule, pour l'énumération société, underscore activite. Nous venons de terminer l'énumération des champs. Ici, nous souhaitons pouvoir restituer les informations seulement sur 2 colonnes. Nous devons désormais, grâce à la clause from, indiquer à partir de quelle table nous souhaitons réaliser cette sélection. From, donc, en majuscule, comme je vous l'indiquais, le nom de la table, elle s'appelle société, comme le rappelle le volet des objets access sur la gauche. From société, pour être puriste, nous ponctuons notre syntaxe par un point-virgule. Et si nous enfonçons la touche entrée ou que nous cliquons sur le bouton valider, vous constatez instantanément, effectivement, que nous obtenons le résultat filtré de notre requête. Filtré est un bien gros mot, puisque nous avons toujours 1246 enregistrements résultants, mais cette fois-ci seulement sur 2 colonnes, comme l'énonce la syntaxe de la requête SQL que nous venons de construire. Bien sûr, nous pourrions poursuivre l'énumération des noms de champs pour obtenir le niveau de détail sur chacun d'entre eux. Mais lorsque les colonnes d'une table sont nombreuses, cette méthode est forcément fastidieuse, risquée en termes d'erreur de saisie, et en plus, elle alourdit la syntaxe, alors que le symbole de l'étoile à la place de l'énumération désigne tous les champs de la table. Ce que je vous propose de tester en remplaçant dans notre syntaxe l'énumération de ces 2 champs par le symbole de l'étoile. Nous validons par la touche entrée et instantanément, vous remarquez que nous sélectionnons tous les enregistrements et pour chacun d'eux, tous les champs. Nous obtenons le résultat de départ, certes, puisque cette requête récupère tous les enregistrements de la table société. Or, cette table est la source par défaut de notre sous-formulaire. Les clauses SQL sont nombreuses. L'une d'entre elles offre la possibilité d'éliminer les doublons. Ces idées de sortie, par exemple, sont référencées par activité, par département et par ville, impliquant des répétitions pour chacun. Donc, nous souhaiterions dresser la liste des valeurs uniques. Un cas pratique concret que nous avons déjà mis en œuvre dans différentes formations consisterait à charger des listes déroulantes offrant à l'utilisateur d'effectuer des choix stricts sur des données purgées de leurs doublons, par exemple parmi l'un des départements ainsi nettoyés. Cette clause, qui permet donc d'éliminer ces doublons, se nomme distinct. Elle doit précéder le nom du champ à purger. Je vous propose, dans notre zone de saisie pour notre syntaxe SQL, de remplacer ce symbole étoile qui désigne tous les champs par effectivement cette clause distincte suivie du nom du champ pour lequel nous souhaitons effectivement éliminer les redondances sur le département, et vous verrez que le résultat sera ainsi plus flagrant. Société département, car comme vous le constatez, nous avons bien des répétitions, rien n'empêche à plusieurs idées de sortie d'être référencées dans le même département, voire même la même ville. Société département donc, et nous validons avec la touche entrée du clavier ou encore en cliquant sur le bouton valider. Et vous constatez que seuls 12 enregistrements résultent de cette requête. Nous obtenons bien l'énumération des valeurs uniques pour le champ société département. De la même façon, et aussi simplement, donc, nous pourrions dresser la liste des activités uniques en modifiant dans notre syntaxe SQL le nom du champ qui suit la clause distincte comme ceci, et comme vous le remarquez, effectivement, nous obtenons bien la liste des activités uniques ou encore la liste des villes uniques. Vous remarquez au passage, donc, la puissance et la simplicité d'exploitation et d'extraction qu'offrent ces requêtes SQL. Si nous devions produire le même résultat sur Excel, nous devrions réaliser des calculs intermédiaires relativement complexes afin de pouvoir enfin produire l'extraction sur d'autres cellules que celles où ont été produits ces calculs intermédiaires précisément. Toujours dans la recherche de ces syntaxes simplifiées pour produire des extractions puissantes,
SQL propose la clause top. Cette clause permet de sélectionner un nombre défini d'enregistrements en partant du premier top, pour les champs souhaités, donc, à énumérer. Ces applications sont nombreuses sur un site web qui propose un système de pagination. Il convient de limiter le nombre d'enregistrements restitués sur chacune des pages. Illustration. Nous allons donc, cette fois-ci, supprimer la clause distincte que nous avions employée à titre d'essai pour la remplacer par la clause top, suivi de l'énumération de la limitation que nous souhaitons imposer et de l'énumération des champs que nous souhaitons restituer. Concrètement, nous sommes en train d'indiquer à SQL que nous souhaitons sélectionner seulement les 10 premiers enregistrements à partir de la table société, et pour chacun d'entre eux, nous souhaitons afficher le niveau de détail sur tous les champs, d'où la présence du symbole de l'étoile. Si nous validons, comme vous le constatez, effectivement, nous obtenons bien la restitution sur 10 enregistrements pour l'ensemble des champs issus de la table société, avec une simple modification quasiment anodine dans la syntaxe de la requête SQL. Bien entendu, nous pourrions ensuite mélanger tous ces acquis en choisissant de livrer un niveau de détail plus précis, seulement, pourquoi pas, sur le nom et sur l'activité, auquel cas nous devons tout simplement énumérer les champs à la suite, c'est-à-dire après la clause top et la limitation. Et lorsque nous cliquons sur le bouton valider, nous obtenons fort logiquement le même nombre d'enregistrements, mais avec un niveau de détail restreint sur les informations de colonnes qui sont restituées. Et aussi simplement que cela, si nous souhaitions étendre notre sélection sur les 20 premiers, il s'agirait simplement de modifier la valeur numérique pour constater que nous obtenons instantanément tous les résultats que nous souhaitions obtenir. Vous voyez donc que les manipulations sont relativement simples et nombreuses pour des résultats on ne peut plus satisfaisants. Ensuite, donc, question d'organisation. Il est important de pouvoir restituer les données triées dans un ordre maîtrisé. Pour établir des classements, par exemple, nous réaliserons un tri décroissant sur le score. En SQL, c'est la clause order by qui enclenche les tris de données. Elle doit intervenir en toute fin de syntaxe. Mais c'est aussi une manière de regrouper et d'ordonner l'information. Nous allons le constater. Il est en effet possible d'organiser par exemple plusieurs niveaux de tri hiérarchique. Il suffit pour cela d'énumérer les champs par ordre de priorité. L'organisation est croissante par défaut, mais avec l'attribut desk, nous pouvons définir un tri décroissant. Par exemple, nous proposons d'afficher toutes les idées de sortie, regroupées par activité dans un premier temps, par département et par ville. En d'autres termes, nous sélectionnons tous les enregistrements que nous trions dans l'ordre sur l'activité, puis sur les départements et enfin sur la ville. Je vous propose, puisque nous avons dit que nous souhaitions sélectionner tous les enregistrements, de remplacer donc notre clause top suivi de l'énumération des champs par le symbole de l'étoile pour désigner tous les champs. Et comme nous le disions, cette organisation, ce tri, doit intervenir en toute fin de syntaxe. Il s'agit d'une clause, donc nous prenons soin de bien l'inscrire en majuscule order by et doivent suivre tous les champs énumérés par ordre de priorité sur lesquels nous souhaitons organiser ces tris. Nous avons indiqué que nous souhaitions, dans un premier temps, organiser et regrouper ces informations sur l'activité. Donc, nous commençons par inscrire le premier de ces champs, société activité, suivi du champ société département, que nous listons donc, et enfin, virgule, c'est une énumération suivie du champ société ville. Nous validons en cliquant sur le bouton ou à l'aide de la touche Entrée. Vous constatez que les 1246 enregistrements sont bien restitués, mais qu'ils sont regroupés et réorganisés différemment, comme nous l'avons défini. Et d'ailleurs, cette organisation peut ne pas sembler très cohérente. Nous avons bien regroupé l'ensemble des idées de sortie par activité, puis pour chacune d'entre elles triée croissante sur l'activité par département trié croissant, et enfin sur la ville. Mais du coup, il y a certaines activités qui se mélangent, c'est-à-dire que nous passons ici de l'Ardèche à la Drôme, au Rhône, pour revenir dans l'Ardèche. Nous pourrions donc tester une requête qui réorganiserait l'information plutôt par département trié croissant, et pour ce faire, rien de plus simple. Il s'agit
de modifier la priorité dans l'énumération des champs de la clause order by. Donc nous allons le mettre en premier niveau de tri, par couper-coller par exemple, et valider par entrée pour obtenir toujours les 1246 enregistrements, mais cette fois-ci l'organisation est complètement différente, telle que nous souhaitions la restituer. Comme vous le remarquez, toutes les idées de sortie sont d'abord triées croissant sur le département, et pour chaque département, triées croissant sur l'activité, et pour chaque activité, trier croissant ensuite sur la ville. Ainsi, nous avons bien un niveau de regroupement assez intéressant pour pouvoir comparer les idées les unes avec les autres. Donc, toutes ces manipulations sont fort intéressantes et vous constatez que de fil en aiguille, le fait de les imbriquer les unes avec les autres permettent de produire des résultats de plus en plus fonctionnels pour des exploitations professionnelles, comme par exemple pour des sites web. Imaginons par exemple que nous souhaitons maintenant débuter l'énumération par les départements les plus grands. C'est-à-dire, les plus grands signifie tout simplement ne commençant pas près du chiffre 0, mais près du chiffre 95, du nombre 95, autant pour moi. Il suffit donc d'organiser un tri décroissant sur le champ société-département. Et comme je vous le disais, par défaut, un tri dans cette clause order by est croissant. Pour ordonner un tri inverse, il suffit d'ajouter l'attribut desk juste après le champ ainsi désigné. À validation, constatez que nous obtenons une organisation une fois encore différente dans l'ordre inverse des départements, tout en conservant le tri croissant sur l'activité, puis sur la ville. À titre de mise en application, nous pourrions d'ores et déjà exploiter ce que nous avons appris. L'enjeu consisterait par exemple à sélectionner seulement les 5 premiers départements, purger des doublons, trier dans l'ordre décroissant. Il s'agit donc d'exploiter les clauses distinct top et order by réunies. En d'autres termes, nous proposons de sélectionner les 5 derniers départements uniques. Et pour ce faire, donc, nous allons réaliser quelques ajustements dans notre syntaxe, comme vous le savez. Pour limiter le nombre d'enregistrements restitués, nous utilisons la clause top. Faut-il encore ne pas oublier que nous avons émis dans nos volontés de purger cette liste des doublons. Donc nous devons commencer par la clause distinct, comme nous l'avons appris. La clause distinct qui doit agir sur les 5 premiers enregistrements. Top 5. From société. Faut-il encore indiquer quel est le champ que nous souhaitons restituer, puisque à ce stade, soit nous tapons le symbole de l'étoile pour restituer l'ensemble des enregistrements, mais nous aurions un souci, car select distinct top 5 produirait l'ensemble de tous les enregistrements de la table, puisque forcément, avec tous les champs réunis, aucun ne serait similaire à un autre. Donc effectivement, nous souhaitons purger les doublons, comme nous l'avons dit, alors en minuscule, tant qu'à faire, puisqu'il s'agit d'un nom de champ, sur la colonne Société-Département. Nous choisissons donc de sélectionner de façon unique les 5 premiers départements à partir de la table Société et, comme nous l'avons dit, trier décroissant sur le champ Société-Département, si bien que nous pouvons désormais nous passer de l'énumération des autres niveaux de tri que nous avions ajoutés pour la démonstration à la suite de notre requête SQL. Et lorsque nous validons, comme vous le constatez, le résultat est intéressant, nous obtenons bien, aussi simplement que cela, la liste des 5 derniers départements référencés et sans doublons. Le langage SQL offre aussi la possibilité d'extraire des données aléatoirement. Là encore, les applicatifs sont nombreux. Nous avions exploité cette technique pour l'application d'évaluation en proposant des questions générées aléatoirement. Mais cette fois, il s'agit d'une fonction et non d'une clause. Et qui dit fonction, dit qu'elle doit être appliquée sur un champ à lui passer en paramètres. Cette fonction se nomme RND. Il s'agit de l'abréviation de random. Elle doit être incluse dans un tri, soit dans la clause order by, qui, je vous le rappelle, intervient en fin de syntaxe. Finalement, ce principe est tout à fait logique, puisqu'il s'agit d'une question d'organisation. Nous proposons donc de restituer toutes les idées de sortie organisées aléatoirement. Toutes les idées de sortie, donc, nous nous débarrassons des clauses, et
aucune énumération, le symbole de l'étoile fera très bien l'affaire pour restituer le niveau de détail sur tous les champs. From société, toujours la même table, bien sûr, order by, sauf que cette fois-ci, nous souhaitons une organisation, comme je vous le disais, aléatoire, donc nous appelons notre fonction rnd, et à cette fonction, nous allons lui passer l'un des champs, celui qui paraît le plus logique est le champ de la clé primaire, qui d'ailleurs est numérique, société ID. Et lorsque nous validons, en cliquant sur le bouton valider ou en enfonçant la touche entrée, vous constatez que cette requête restitue bien entendu les 1246 enregistrements. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton valider pour la réexécuter, eh bien nous remarquons qu'elle ne produit jamais le même résultat puisque son but est précisément de proposer une extraction aléatoire. Bien entendu, tout ce que nous avons appris jusque-là reste vrai. Par exemple, nous pourrions choisir de restituer seulement les 100 premiers noms des idées de sortie triées dans un ordre aléatoire. Pour cela, nous devons exécuter une requête SQL faisant intervenir la clause top, comme nous le savons, suivi de la limitation, les 100 premiers noms. Donc dans l'énumération des champs, seul l'un d'entre eux intervient, société nom, from société, order by rnd société ID, pour pouvoir effectivement produire une génération aléatoire seulement, comme vous le remarquez, des 100 premiers noms, comme l'indique la mention qui apparaît dans la petite barre de navigation. C'est une méthode pour produire, comme nous le disions tout à l'heure, des questions aléatoires dans une application d'évaluation. Nous allons désormais aborder une clause incontournable dans la syntaxe. Il s'agit de la clause where. C'est elle qui permet d'extraire des données en émettant des conditions. Ces dernières peuvent d'ailleurs être recoupées dans l'énumération grâce au mot-clé end. La clause where intervient nécessairement après la clause from et avant la clause order by. Nous souhaitons par exemple extraire uniquement les idées de sortie pour le département de la Drôme. Le critère doit être posé donc sur le champ société département. Toutes les idées de sortie, donc, tant qu'à faire, nous allons ici une fois encore exploiter le symbole de l'étoile pour pouvoir restituer l'ensemble des champs à partir de cette table société. Sauf que cette fois-ci, nous souhaitons seulement extraire les idées de sortie de la Drôme. Donc nous devons ajouter avant la clause order by, la clause where, qui signifie littéralement pour lesquelles la condition ou les conditions sont les suivantes, doit intervenir, nous l'avons dit, sur le champ société département. Il s'agit de vérifier une égalité. En l'occurrence, cette égalité est le département de la Drôme tel qu'ils sont inscrits dans la table. Il s'agit de 26-Drôme. Il s'agit d'une information textuelle, donc à encadrer de double cote, et nous pouvons désormais produire l'égalité 26 Drôme. Order by, ma foi, nous allons choisir non pas une organisation aléatoire, mais une organisation croissante sur le nom de l'activité, de l'idée de sortie. Je vous le rappelle, par défaut, un tri est forcément croissant, sinon nous pouvons le forcer avec l'attribut ASC, qui est l'inverse de l'attribut DESC. Et comme vous le constatez, à validation, nous obtenons seulement 210 enregistrements sur les 1246 de départ, et la restitution est on ne peut plus flagrante, puisque en effet, comme l'indique le champ société-département, seules les idées de sortie pour la Drôme ont été sélectionnées et extraites depuis la base de données avec une simple clause where qui permet d'émettre une condition dans la syntaxe de la requête SQL. Nous souhaitons désormais affiner les résultats en ne restituant que, par exemple, les activités loisirs-sport, loisirs/sport, dans ce même département, celui de la Drôme. Cela signifie que nous devons regrouper deux critères. Et comme nous l'avons évoqué, c'est le mot-clé end qui permet de croiser des conditions. Ce critère-là est celui-ci et celui-ci. Grâce à lui, seuls les enregistrements qui vont satisfaire à la fois aux deux contraintes seront extraits. L'adaptation est très simple. Nous poursuivons notre clause where avec le mot-clé end pour pouvoir recouper un critère comme nous le disions sur le champ société activity. Il s'agit là encore de vérifier une égalité, d'où la présence du symbole égal. Il s'agit d'un
champ textuel. Nous devons donc inscrire le critère entre double cote. Et ce critère, quel est-il? En l'occurrence, il s'agit de l'activité loisir. Alors loisir / sport, parce que forcément, dans le cas contraire, nous n'obtiendrions aucune correspondance. Et lorsque nous validons, vous remarquez que effectivement l'extraction est beaucoup plus fine puisque seuls 10 enregistrements subsistent. Voilà comment sur un site web notamment, il est possible de répondre rapidement à une demande spécifique de l'internaute. Vous l'avez compris, le mot-clé end, la clause end, est exclusive. Tous les enregistrements qui ne vérifient pas les deux conditions à la fois, sont exclus. Bien sûr, autant de critères que souhaités peuvent être énoncés et recoupés. Il suffit de poursuivre l'énumération sur les différents champs séparés du mot-clé end. Mais il existe aussi le mot-clé or. Il permet dans l'énumération d'extraire les enregistrements qui correspondent à l'une ou l'autre condition. Par exemple, nous souhaiterions extraire toutes les idées de sortie loisirs sport, car il s'agit de l'activité que nous souhaitons pratiquer ce week-end par exemple, mais pour les départements et de la Drôme et de l'Ardèche. Le critère commun est donc l'activité. Mais nous ne pouvons pas utiliser la clause end pour dire nous souhaitons toutes les idées de la Drôme et de l'Ardèche, car aucun enregistrement, aucune idée de sortie n'est référencée à la fois dans la Drôme et dans l'Ardèche. Donc nous devons utiliser la clause or. Voilà comment je vous propose de manipuler notre syntaxe SQL. Je vous l'explique à la volée. Comme nous le disions, le premier critère, celui qui est commun, correspond à l'activité. Donc, where société activité est égal à loisir sport. Mais pour cette activité, nous souhaiterions extraire en même temps tous les idées de sortie qui sont référencées soit dans la Drôme, soit dans l'Ardèche. Donc, nous ajoutons notre clause end et entre parenthèses, nous allons expliquer pourquoi, nous énumérons nos deux autres critères. Tout d'abord, celui sur la Drôme pour société département et de la même façon pour l'Ardèche, sauf qu'il ne s'agit pas d'un et, car comme nous l'avons dit, aucun enregistrement ne peut être à la fois référencé dans les deux départements. Ou bien, société département est égal à 07 Ardèche. Alors, tel que le département est inscrit dans cette base de données, cette fois-ci, c'est étonnant, mais il faut bien mentionner, il faut bien ajouter l'accent. Et à validation, comme vous le constatez, nous obtenons 19 enregistrements au lieu de 10, ça veut dire que l'offre est un peu plus riche, en attestent d'ailleurs les résultats. Il ne s'agit que des activités de loisirs sport, mais à la fois recensées dans l'Ardèche et dans la Drôme. Donc, dans cette syntaxe, les parenthèses sont très importantes. Comme la factorisation en mathématiques d'ailleurs. Si nous ne les avions pas posées, nous aurions obtenu uniquement les loisirs sport pour le département de la Drôme et toutes les idées pour l'Ardèche, quelle que soit l'activité. Alors que là, nous indiquons bien que nous souhaitons effectivement un critère strict sur l'activité et qu'en même temps, le département doit être soit la Drôme, soit l'Ardèche. C'est une question de priorité des opérateurs. Comme vous le remarquez donc au fil de l'apprentissage, il est assez aisé d'imbriquer les différentes clauses afin de produire des résultats d'extraction affinés et maîtrisés. Et pourtant, dans cette formation, nous n'abordons que la couche superficielle du langage SQL. Les possibilités sont immenses et la puissance redoutable. Bien sûr, les opérateurs sont multiples et les possibilités sans fin. Sur les champs numériques, nous pouvons exploiter les symboles supérieurs et inférieurs pour extraire les données correspondant à des critères numériques pour extraire tout ce qui contient appartient à une fourchette. Le compris-entre, par exemple, consistera en une combinaison de ces opérateurs et de la clause end. Nous pourrions ainsi extraire tous les enregistrements pour lesquels la valeur est à la fois supérieure à tel nombre et inférieure à tel autre nombre. Notre base de données n'est pas dédiée. Le seul champ numérique est celui de la clé primaire nommée société ID. Nous proposons néanmoins de démontrer cette syntaxe pour extraire tous les enregistrements pour lesquels la clé primaire est située entre la valeur 400 et la valeur 420. Donc la clause where va changer. Select étoile from société. Oui, nous voulons bien sélectionner tous les enregistrements à partir de la table société, mais pour lesquels la clé primaire est comprise entre 400 et 420 comme nous l'avons dit, donc la clause where n'a strictement plus rien à voir, il n'est pas forcément nécessaire d'organiser un tri à la suite, et cette clause where, cette condition doit intervenir sur le champ société ID.
donc pour lesquels eh bien, la clé primaire est à la fois supérieure ou égale à 400, comme nous l'avons dit, et dans le même temps, pour pouvoir traduire le compris entre, ce même champ, c'est-à-dire société ID, est inférieur ou égal à la valeur 420. Et lorsque nous validons, comme vous le constatez, nous produisons bien l'extraction de toutes les idées de sortie pour lesquelles la clé primaire est située entre les bornes imposées par les opérateurs numériques. Pour terminer, dans cette formation, il est possible de réaliser des extractions approximatives grâce à l'opérateur like. Sa désignation est explicite. Il permet d'extraire les enregistrements dont le contenu se rapproche ou ressemble aux critères spécifiés. Il doit le contenir, par exemple. Il peut être combiné avec le symbole de l'étoile, et c'est ainsi que nous produisons des extractions d'enregistrements contenant des mots-clés spécifiés pour des moteurs de recherche, par exemple. Tout département confondu, nous souhaiterions par exemple extraire tous les musées. Or, aucune activité ne les catégorise explicitement. L'astuce consiste donc à effectuer la recherche dans le champ société nom pour les enregistrements qui incluent ce terme. Donc, nous ne touchons pas au début de la syntaxe select étoile from société. Notre closeware annonce effectivement notre restriction qui doit intervenir comme nous l'avons évoqué sur le champ société non. Ce n'est pas une égalité stricte. Si nous cherchons à réaliser une égalité stricte sur le terme musée, eh bien, d'ailleurs, nous pourrions le tester, nous ne produirions aucun résultat, sauf si une idée de sortie eh bien, se nommait explicitement et strictement musée. Et comme vous le constatez, donc, nous souhaitons produire des résultats approchants. Donc, à la place de l'opérateur égal, nous allons inscrire l'opérateur like et nous allons préfixer et suffixer ce terme du symbole de l'étoile, ce qui a pour incidence d'indiquer à la syntaxe SQL que nous souhaitons extraire tous les enregistrements pour lesquels le champ société nom contient le terme musée illustration à validation, et vous voyez que c'est on ne peut plus efficace. Nous obtenons bien l'extraction de toutes les idées de sortie qui, a priori, font référence à cette activité particulière, non recensée en tant que telle, du musée. Voilà donc pour cette démonstration consistant à prendre contact avec la syntaxe SQL. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.